Bonjour, je suis Sophia Chikirou, je suis candidate à la mairie de Paris pour les élections municipales de mars 2026. Elles auront lieu les 15 et 22 mars. Ce matin, je vais vous parler de notre plan pour lutter contre l'appropriation du patrimoine des Parisiens par des milliardaires, des multimillionnaires et des fonds d'investissement. J'ai à mes côtés Ludovic Hetzel, qui est candidat à la mairie du 5e arrondissement, et Cédric Panisi, qui est candidat pour la mairie de Paris-Centre. Alors, vous savez bien que Paris est une ville magnifique. C'est une ville vraiment très belle, une ville lumière et évidemment, elle attire les regards, les intérêts de personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc derrière cet éclat de notre ville se cache finalement une volonté et des stratégies de prédation pour s'approprier ce qui est beau et ce qui appartient aux Parisiens. Et finalement, on assiste depuis quelques années à des stratégies pour contrôler l'espace urbain parisien. Et ce sont des stratégies qui profitent à quelques ultra-riches. Dans son ouvrage Paris n'est plus une fête, Hassen Belmessous montre comment les lobbies de l'immobilier, avec la complicité parfois de certains adjoints à la mairie de Paris, ont progressivement développé cette stratégie de prédation de la capitale. C'est ainsi qu'un groupe, dont je ne citerai pas le nom, mais que vous pourrez retrouver sur notre site internet, un groupe a acquis le centre commercial des Halles. Rappelez-vous, c'était en 2011 et ils ont pu acheter ce centre commercial pour la modique somme de 1420 euros du mètre carré, soit 142 millions au total pour acquérir cet espace stratégique du centre de Paris. La Cour régionale des comptes s'en était étonnée. Et elle avait lancé une alerte en disant: «Mais finalement, vous cédez pour vraiment pas cher un patrimoine qui a beaucoup plus de valeur que cela». D'ailleurs, aujourd'hui, si ce groupe, venait à revendre ce patrimoine qui était aux Parisiens, n'est-ce pas? Il réaliserait une plus-value de plus de 748 millions d'euros. Voilà le cadeau qui a été fait aux intérêts privés. Ce même rapport de la Cour des comptes va plus loin parce qu'il dénonce finalement, heu, disons, une stratégie de la majorité municipale sortante, une vision en tout cas, qui faisait que pour pouvoir vendre du patrimoine des Parisiens, la ville laissait se dégrader, des quartiers entiers, des rues entières, pour faire baisser le prix au mètre carré. C'est ainsi que la Cour des comptes régionale elle-même donc avait pointé que quand Paris renonce à faire la réfection de rues ou de quartiers, qu'elle sacrifie l'aménagement d'intérêts publics, elle sert en fait des intérêts privés derrière qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que les prix baissent pour acquérir au prix le plus bas et ensuite bénéficier des politiques publiques parce que souvent le rachat par un groupe d'investisseurs ou par un milliardaire se poursuit par des travaux d'intérêt général finalement que la ville est prête à faire après. Et donc finalement on assiste à quoi? On assiste à une espèce de connivence entre des intérêts privés majeurs d'ultra riches et des élus, une politique municipale. Cette connivence permet d'utiliser les leviers de la ville pour favoriser la prédation par ces quelques milliardaires dont on connaît à peu près tous les noms. Et par exemple, pour en citer un autre, c'est celui de Bernard Arnault. Bernard Arnault, c'est quelqu'un qui a pu bénéficier pour organiser une opération en réalité totalement, fiscale, hein, d'optimisation fiscale. La fondation, alors c'est la fondation, Bernard Arnault, la fondation Vuitton. Il a pu ainsi, bénéficier de l'argent du contribuable. Tenez-vous bien, hein, 610 millions d'euros d'argent public dont il a bénéficié pour cette fondation privée sur un total de 800 millions d'euros. Voilà, c'est donc avec notre argent public que nous avons financé ce bâtiment, cette fondation Vuitton, qui ne profite qu'à une seule personne. Eh bien, vous voyez, la privatisation de Paris, nous voulons absolument y mettre fin. D'abord parce qu'elle ne concerne pas que le foncier, les espaces commerciaux ou le logement, mais elle touche aussi la culture. Et quand on voit ce genre de personnes, certes très importantes, hein, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas quelqu'un de très, 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 très important. Beaucoup de gens vont nous expliquer, mais il crée des emplois, etc. Certes, mais quand on voit ce genre de personnes s'appuyer à la fois sur, disons, une législation qui est plutôt favorable, la loi dite Égayon, non, Aïgagon, oh là là, j'arrive pas à prononcer. Ayagon, merci beaucoup de ton aide Cédric. Et donc cette législation qui est favorable, il s'appuie aussi sur, finalement des liens,
comme, un que je peux vous citer parce qu'il est de notoriété publique, hein. Le groupe LVMH compte, un secrétaire général du groupe qui s'appelle Marc-Antoine Jamay et ce Marc-Antoine Jamay, si vous allez sur internet et que vous cherchez à savoir, qui il est et ce qu'il fait, eh bien, il est très, très proche du parti socialiste et donc ceci explique peut-être cela sur la façon dont la majorité socialiste sortante, est assez complaisante et tolérante avec, ces opérations, qui s'appuient à la fois sur de la spéculation immobilière d'un côté et puis sur un lobbying qui est très puissant et qui permet comme ça, à ces milliardaires, d'avoir mis la main sur, pour ce qui est de Bernard Arnault, plus de 200 adresses dans Paris et ça continue et ça ne va pas s'arrêter sauf si c'est nous, qui gagnons l'élection au mois de mars. Bah oui, parce que nous sommes les seuls dans cette campagne municipale à dire que nous refusons la vente du patrimoine des Parisiens. Parce que la vente du patrimoine des Parisiens, c'est exactement ce qui constitue la valeur fondamentale de Paris. C'est grâce à ce patrimoine que Paris peut emprunter, peut investir, peut préparer l'avenir. Sans ce patrimoine, Paris risquerait de se retrouver une ville pauvre. Et quand vous voyez que Emmanuel Grégoire promet de vendre entre 400 et 500 millions d'euros de patrimoine des Parisiens par an, ce qui représente plusieurs milliards sur la mandature, que vous voyez, alors Bournazel, lui, c'est pire, il veut tout vendre, hein. Il a dit les 20 000 logements sociaux qui sont en dehors de Paris, il veut faire 4,5 milliards de ventes. Son idée, c'est one shot. One shot, ça veut dire je vends une fois pour financer. Donc on vivra ici à Paris au jour le jour, un peu comme les gens qui vont mettre un peu enfin, qui vont mettre vendre un bijou pour financer une voiture. Voilà, c'est un peu son idée à Bournazel. Les deux autres, si vous regardez Rachida Dati ou Sarah Knafo, et vous les avez peut-être écoutés lors du débat sur France 3 Île-de-France, enfin Rachida Dati n'était pas là au passage, hein, s'est fait représenter. Emmanuel Grégoire non plus n'était pas là. Ils se sont fait représenter, ils n'ont pas voulu débattre avec les autres candidats. Mais en tout cas, quand vous les écoutez, ces deux candidates, c'est tout ce qu'elles proposent. Elles proposent de vendre des logements sociaux, de vendre des bâtiments publics et donc de priver les Parisiens de ce qui leur appartient, de ce qui fait la richesse de Paris. Nous refusons cette logique. Nous refusons de sacrifier Paris parce que cela signifie finalement appauvrir Paris et les Parisiens. Et finalement, pour poursuivre, nous allons décréter donc un moratoire sur, la vente de tous les biens, heu, parisiens, de tout ce qui appartient et de tout le patrimoine parisien, parce qu'on n'accepte pas l'idée que Paris soit un monopoly, grandeur nature, hein, d'une certaine façon, pour des milliardaires et on veut rendre la ville à ceux à qui elle appartient fondamentalement. Je vais vous présenter 2 premières mesures, donc ce moratoire et puis aussi rendre public un registre du patrimoine municipal. Alors là, c'est assez incroyable, mais figurez-vous que la ville de Paris n'est pas capable de lister tout ce qu'elle possède, que ce soit à Paris, en Île-de-France ou ailleurs dans le pays, parce que Paris a des possessions dans d'autres régions que l'Île-de-France. Et donc, et puis surtout, il n'y a aucune transparence sur ce que possède Paris. C'est une anomalie incroyable. Pourquoi cette absence de transparence? Pourquoi cette absence de registre qui permettrait de savoir exactement ce que possède la ville? Ça paraît complètement fou qu'on ait laissé faire une telle situation depuis 25 ans. Donc nous allons créer un registre public du patrimoine municipal qui va recenser l'ensemble des biens de la ville, leur affectation, leur mode de gestion, les revenus qu'ils génèrent, car beaucoup de patrimoine génèrent des revenus, et puis chaque Parisien aura un droit de regard sur tout cela. Voilà ce que je vous propose. Je vais maintenant passer la parole à l'un de mes colistiers, alors lequel, dans l'ordre, c'est Cédric Panisi. Cédric Panisi, il va vous présenter nos mesures pour lutter contre la marchandisation de l'espace public et du patrimoine culturel. Il est militant depuis de très nombreuses années à Paris Centre, où il vit. Il dénonce d'ailleurs la politique que prône et que promeut Ariel Veil, puisque Ariel Veil, moi je l'ai entendu dans une interview dire très clairement: Paris est riche, on peut tout vendre, on peut vendre du patrimoine des Parisiens pour financer quelques mesurettes dans leur programme. Nous ne sommes pas d'accord avec ces logiques-là et Cédric Panisi va vous en parler. Merci Sophia, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on a très bien entendu Ariel prétendre que les Parisiens s'étaient enrichis, ce qui est complètement faux. Nous allons lutter contre la marchandisation de l'espace public et le patrimoine culturel. Et pour ça, nous allons nous axer autour de trois grandes manières de faire. Il faut mettre fin à la mainmise d'acteurs privés sur le patrimoine culturel. On le voit bien, notamment des acteurs comme LVMH qui ont littéralement privatisé
tout le domaine public, tout le secteur public. Il faut lutter contre ça et refuser également le renommage d'équipements sportifs. Il n'est pas normal qu'un stade, une piscine, un bien municipal soit un espace de publicité pour un acteur privé. Enfin, nous allons refonder la politique de redevance des conventions d'occupation du domaine public. Surtout à des fins commerciales, parce que notamment dans des événements comme la Fashion Week ou certains pop-up stores, il faut la rendre progressive. Il n'est pas normal qu'un immense acteur privé paye une redevance qui soit minimale et que ce soit exactement le même mode de fonctionnement pour des petits acteurs. En faisant, en adoptant plutôt une manière de faire qui soit progressive, on rendra cela beaucoup plus juste et on pourra de ce fait éviter cette privatisation nouvelle de l'espace public. On le voit notamment avec des empêchements de passer sur certaines voies publiques, des acheminements piétons qui sont bloqués ou d'autres. Il nous faut également protéger le tissu local commercial face aux grands groupes. La privatisation des espaces publics dont nous parlions à l'instant mène aussi parfois au fait de bloquer le développement de la vie locale et de la vie des Parisiens dans leur quotidien. Il faut généraliser à l'ensemble de Paris le droit de préemption commerciale. Ce droit de préemption existe, mais il est bien trop insuffisant. Il est trop petit et il nous faut l'élargir pour créer des zones qui soient beaucoup plus grandes et beaucoup plus adaptées à ce droit de préemption commerciale. Justement, il faut créer des périmètres de sauvegarde et de promotion du commerce et de l'artisanat. Vous avez dans des quartiers entiers des zones qui sont devenues des espaces de publicité pour des grands groupes privés et qui ne permettent pas le développement de cette vie locale pour des acteurs locaux, pour l'artisanat local, pour la vie de quartier et notamment pour les gens qui y habitent. Nous pouvons aussi créer des espaces festifs autogérés sur des friches ou dans des salles municipales afin d'offrir des alternatives peu chères, si ce n'est gratuites, pour passer des moments avec ses amis et ses proches. Enfin, nous allons transformer Paris Commerce en régie communale. Il faut passer de ce qui est actuellement de 40 à 50 acquisitions à près de 150 acquisitions par an d'ici 2032. Il faut généraliser ce droit de préemption et multiplier donc par 3 la capacité d'acquisition de Paris Commerce. Il faut lutter contre la spéculation autour des locaux commerciaux en préemptant massivement ces locaux vacants et proposer des rachats amiables aux propriétaires de locaux essentiels et d'intérêt public. Enfin, il faut sanctuariser le foncier commercial municipal pour l'offre de commerce de proximité. Nous en parlions juste à l'instant. Il faut renoncer à toute vente ou cession de local municipal commercial de plus de 50 mètres carrés afin de rendre l'offre au commerce de proximité. Enfin, nous voulons créer un guichet unique, proximité et artisanat, spécifiquement dédié au commerce de proximité, aux artisans et aux entreprises de production, afin de leur offrir un accompagnement personnalisé et adapté. Bien souvent, les petits commerces n'ont pas l'habitude de gérer tout ce qui est attrait aux démarches administratives, les PMR, l'hygiène, la bifurcation écologique. Et nous proposons justement de leur dégager du temps sur ces aspects-là. Je vais à présent passer la parole à Ludovic Hetzel sur les lieux culturels et les acteurs de culture indépendants. Merci beaucoup. Merci Cédric. Donc, je suis candidat dans le 5e arrondissement. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement sensible à la question de la vente, du bradage du patrimoine public. Et il est clair que si la droite passe et si Emmanuel Grégoire passe, il risque d'y avoir une aggravation d'un phénomène qui existe déjà. Jusqu'à présent, l'État, la PHP ont déjà vendu des bâtiments publics aux groupes privés, à des multinationales. Et dans mon arrondissement, c'est le cas de 2 grands bâtiments. L'un qui s'appelle l'hôtel Scipion, qui est un hôtel de la Renaissance, qui appartenait à la PHP depuis le XVIIe siècle, aux hôpitaux de Paris depuis le XVIIe siècle, qui, dans les dernières années, logeait des personnels de ces hôpitaux, et qui a été vendu par une décision de Martin Hirsch, quand il était président de la PHP, avec le soutien du gouvernement Macron, puisque comme c'est un
bien national, il est évidemment classé. Il a fallu l'autorisation de Roselyne Bachelot, qui était à l'époque ministre de la Culture, pour que cette opération puisse être faite. Et ça a été vendu à une multinationale qui en a fait une école privée d'enseignement supérieur de mode où il faut payer 10 000 € l'entrée quand on veut y étudier. Donc ça, c'est un joyau de la Renaissance du patrimoine national qui a été bradé au privé. Et deuxième exemple dans mon arrondissement, c'est le fameux Institut d'agronomie qui existait depuis le 19e siècle, un très beau bâtiment également. Et comme les gens qui y étaient, c'est-à-dire les étudiants en agronomie, ont déménagé à Paris-Saclay, dans l'Essonne, eh bien ce local s'est retrouvé vide, enfin ce gros bâtiment s'est retrouvé vide, et cette fois c'est l'État lui-même qui l'a vendu à nouveau à un conglomérat d'enseignement supérieur privé, dont les principaux actionnaires sont la famille Bettencourt et un fonds de pension canadien. Et pour 100 millions d'euros, on a donc privatisé et bradé ce magnifique bâtiment. Ce qui n'a d'ailleurs pas empêché que le même État, qui touchait 100 millions d'un côté dans cette vente, et de l'autre main donnait 130 millions à ce même conglomérat, soi-disant pour subventionner l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que l'État lui-même a perdu en fait dans cette affaire, et en tout cas, ces bâtiments ne sont plus publics. Donc, le problème de la vente du patrimoine parisien par la mairie de Paris, ce serait aggraver encore ce phénomène qui est déjà malheureusement bien entamé de ce que fait l'État depuis des années. Alors, pour ce qui concerne la défense de la culture, puisque le patrimoine, c'est aussi des lieux culturels, ce sont aussi des espaces de création artistique, ce sont des librairies indépendantes, ce sont des cinémas. Nous devons aussi assurer une défense inconditionnelle de ces établissements, et on veut pour cela créer un fonds municipal de prévention qui pourra être utilisé dès qu'une de ces institutions culturelles sera menacée. C'est le cas en effet régulièrement, parce que les bailleurs peuvent décider de mettre fin au bail, ou les propriétaires de ces lieux peuvent n'avoir plus les moyens de les entretenir. Et c'est ce qui s'est passé dans un cinéma de mon quartier qui s'appelle le cinéma La Clé, dont le propriétaire a voulu se débarrasser de l'institution du cinéma lui-même. Il a fallu une lutte de 6 années de la part des personnes liées au milieu du cinéma qui voulaient continuer à exploiter cette salle, qui donne une programmation indépendante, extrêmement diverse, internationale et très engagée. Il a fallu donc une lutte de 6 ans pour qu'enfin on obtienne la sauvegarde de ce cinéma, avec l'aide des pouvoirs publics, la mairie de Paris, la région Île-de-France et la mairie du 5e. Mais beaucoup trop d'années se sont écoulées, et il s'en est fallu de très peu pour que cette lutte soit victorieuse. Avec un fonds de subvention préalable en amont, on pourra intervenir immédiatement pour aider une institution de ce genre qui se péricliterait, par exemple. On doit tout faire pour lutter contre la spéculation immobilière, qui est l'une des raisons pour lesquelles on peut se débarrasser des baux quand on est un propriétaire, ou revendre pour essayer de gagner plus d'argent. Et ça peut aussi concerner les librairies indépendantes qui sont très nombreuses à Paris, en particulier dans le 5e, que nous considérons comme des commerces essentiels et pas accessoires, et qu'il faut protéger à la fois contre la spéculation et bien sûr contre la concurrence des plateformes internationales. Et beaucoup trop peu de mesures sont prises à cet égard, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau de la municipalité. Donc, nous voulons pouvoir venir en aide à ces librairies par des subventions accrues, et en même temps les protéger dans leur liberté d'expression, car un certain nombre d'entre elles sont victimes d'agressions quand elles sont militantes sur des causes, par exemple, féministes ou pro-palestiniennes. Les cinémas indépendants, pour y revenir, pourraient être aussi défendus sous la forme de coopératives, de SCIC, voire de municipalisation dans certains cas. Donc il y a en fait plusieurs cartes en main si on veut défendre ces établissements. On peut soit aider les exploitants à les garder, soit même prendre la main pour les défendre, soit les aider à s'organiser pour qu'ils soient plus puissants avec des formes d'économie alternatives. Et enfin, dernier type de lieu culturel que nous voulons défendre, ce sont les lieux de création artistique.
beaucoup d'artistes sont obligés de quitter Paris, comme de manière générale les gens des classes populaires et les jeunes, parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer des ateliers ou des grands espaces dans lesquels ils puissent développer leur création. Donc nous voulons pouvoir là aussi mettre à disposition d'artistes des lieux vacants pour leur proposer des espaces de fabrique, de recherche, d'expérimentation, d'expression qui faciliteraient leur implantation dans Paris ou leur maintien dans Paris. On peut penser par exemple aux boutiques fermées en pied d'immeuble de Paris Habitat qui sont souvent laissées à l'abandon parce que les loyers sont beaucoup trop chers pour les artistes ou de manière générale pour ceux qui voudraient y faire des commerces indépendants, etc. Et on pourrait mettre à disposition de tous les gens qui en ont besoin ce genre de lieux, ce qui par ailleurs permet de les entretenir, etc. et évite la dégradation de ces locaux. La mainmise des milliardaires, des capitalistes sur notre environnement, c'est donc directement l'achat, la prédation, mais c'est aussi une sorte de privatisation de l'espace public par la publicité et par l'incitation systématique à la consommation qui donne bien sûr à la fois des dégâts écologiques et une logique consumériste qui est une fuite en avant. Donc la défense des lieux culturels, ça va de pair avec la lutte contre la publicité. On veut libérer l'espace public de cette agression publicitaire permanente que nous subissons. Donc la mairie de Paris a le moyen de réguler les panneaux publicitaires. Elle a un règlement local de publicité que nous reverrons dès le début de la mandature. On commencera par prendre la décision d'interdire purement et simplement la publicité aux abords de certains lieux qui doivent être particulièrement protégés, comme les écoles, les crèches, les espaces verts, les parcs, parce que la pollution visuelle de ce genre de panneaux ou d'enseignes sont autant de freins à ce que l'on puisse profiter de ces espaces. On fera en sorte de ne pas renouveler les contrats urbains pour tout ce qui concerne le mobilier urbain, et on pourra même essayer de les reprendre en régie publique. C'est la meilleure garantie pour éviter qu'ils soient utilisés comme des supports de publicité agressive. On pourra en priorité supprimer tous ces panneaux qui servent uniquement à la publicité commerciale. Et enfin, c'est les espaces publicitaires restants, on pourra les transformer en lieux, en panneaux de libre expression, en panneaux d'affichage pour les associations, pour les organisations politiques, pour les artistes. Et là, on a une situation à Paris qui est ubuesque, puisqu'en réalité, il y a de la publicité partout, mais en revanche, il n'y a quasiment aucun panneau d'affichage, et ça, on en sait quelque chose dans cette période de campagne électorale, puisqu'il devrait y avoir à peu près, selon le nombre d'habitants à Paris, 500 panneaux d'affichage libres, de libre expression des citoyens, et il y en a seulement quelques dizaines. Je crois que dans 5e, il y en a même qu'un. En tout cas, j'en ai repéré qu'un, et pourtant, j'ai sillonné tout le quartier. Donc, c'est évidemment un espace qui doit être mis à disposition des citoyens pour qu'on puisse avoir une libre expression qui remplace la publicité dont j'ai parlé. Et d'ailleurs, la mairie de Paris, maintenant, met même des amendes extrêmement élevées de 1 500 € par affiche quand on veut utiliser les rares murs qui restent disponibles, par exemple des magasins désaffectés, etc. On veut aussi réduire la taille des immenses bâches publicitaires qui, sous prétexte de travaux souvent, gâchent notre vue également en recouvrant des bâtiments entiers. Alors une partie de ces bâches, c'est malheureusement la décision du ministère de la Culture, mais on peut faire pression pour qu'elles soient enlevées. Mais une autre partie, c'est la mairie de Paris qui a la main et qui pourrait aussi apaiser l'espace public de cette façon en évitant cette agression visuelle et publicitaire permanente. Enfin, on veut réduire drastiquement les publicités lumineuses, car non content de nous mettre des affiches partout, on nous met aussi des panneaux lumineux qui sont extrêmement énergivores, et il faut pouvoir les éteindre, il faut pouvoir éteindre les vitrines la nuit. Ça, c'est une loi qui existe, mais qui est assez peu appliquée. Il faut étendre l'amplitude horaire pendant laquelle ces vitrines sont éteintes, mais il faut surtout empêcher ces panneaux publicitaires, et là, c'est directement la mairie de Paris qui peut le faire, de pulluler dans notre ville. Donc, dans le cadre de notre bifurcation écologique, ces mesures permettent à la fois d'avancer vers la sobriété et en même temps de contribuer à libérer l'espace public de cette prédation capitaliste qui prend de multiples formes, mais qui, si ce n'est pas nous qui dirigeons la mairie de Paris demain, risque malheureusement de se poursuivre et de s'aggraver incessamment. Merci.
Merci beaucoup à Ludovic et Cédric pour la présentation de notre plan. Donc, c'est un plan que vous pouvez retrouver sur notre site internet sophiapourparis.fr. Vous avez compris que nous sommes les seuls dans cette campagne municipale à aborder ce sujet, à le prendre à bras le corps, parce qu'on considère que le nouveau Paris populaire, c'est aussi la réappropriation par les Parisiens, les résidents, les gens qui vivent et qui font vivre cette ville, la réappropriation de l'espace public, du patrimoine commun et sa protection également, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser cette ville être vendue à la découpe de cette façon-là. Tous les autres candidats sont des menaces par rapport à notre patrimoine. Ils ont tous promis de s'en débarrasser par petits bouts ou par bouts entiers. On ne peut pas accepter cela. Il faut absolument que notre ville profite de ces élections des 15 et 22 mars pour dire notre choix est clair, ne vendez pas le patrimoine des Parisiens. Je vous donne rendez-vous maintenant lundi soir, lundi 9 mars, à la Mutualité de Paris, où nous allons tenir avec Jean-Luc Mélenchon notre dernier meeting de campagne avant le premier tour. Et ce sera l'occasion de faire à la fois ce qu'on fait habituellement, une démonstration de force, de nous retrouver pour nous donner de l'énergie, de la force pour la dernière semaine de campagne électorale. Vous savez que les militants de la France insoumise et des Verts populaires et du comité Vérité et Justice pour Adama sont sur le terrain partout. On dénombre près de 300 actions rien que cette semaine. Je peux vous garantir que ce week-end, nous serons très visibles un peu partout dans la ville. Lundi, c'est la rentrée, la fin des vacances scolaires, c'est la rentrée. Il y aura donc ce meeting lundi soir. Il y a d'autres rendez-vous la semaine prochaine importants et je ne peux pas terminer cette allocution sans faire référence à ce qui se passe concernant les débats publics télévisés pour la ville de Paris. Vous avez certainement vu que d'autres villes et d'autres candidats ont pu bénéficier de débats publics télévisés où ils ont pu confronter leurs projets, s'interpeller, se contredire publiquement pour que les électeurs puissent se faire une opinion et décider et évaluer les candidats. C'est comme ça que le candidat Aulas pour Lyon s'est révélé à être un bien piètre candidat, et quelqu'un qui n'était pas très sûr de son programme et qui depuis est resté très absent de la campagne. En tout cas, nous, on aurait aimé avoir ces débats. Moi, j'ai participé à celui qui a été organisé par France 3 Île-de-France mercredi dernier. Rachida Dati et Emmanuel Grégoire n'y ont pas participé. Ils ont refusé de participer à ce premier débat organisé pourtant par le service public. Moi, j'ai tenu à y être. Alors, les conditions n'étaient pas forcément les meilleures, hein. Le temps de parole était très limité. En 1 heure et quart, il fallait traiter beaucoup de sujets. On était peut-être un peu mal installés, mais une chose est certaine, c'est comment on a pu exposer nos points de vue, on a pu montrer nos personnalités lors de ce débat. Donc il a une véritable utilité et je le vois très bien puisque sur les réseaux sociaux, tout le monde réagit à ce débat, tout le monde s'y est intéressé, il y a un véritable intérêt citoyen pour le débat public. LCI avait proposé d'organiser un débat le dimanche 8 mars. Ils ont finalement annulé ce débat en nous expliquant que l'actualité internationale primait surtout. Soit, mais c'est quand même un refus d'organiser un débat majeur pour lequel moi j'étais en tout cas très disposée à me rendre. Je sais que Rachida Dati refuse tous les débats. Ce n'est pas une bonne attitude quand on est candidate à la ville de Paris. On ne doit pas refuser le débat. On doit s'y rendre et on doit y participer. Mais le pire dans tout ça, c'est que des chaînes de télévision refusent, renoncent à organiser le débat parce que Rachida Dati n'y sera pas. Mais qu'elle ne vienne pas, qu'on organise le débat sans elle. Un pupitre vide éventuellement. Ou qu'elle se fasse représenter si vraiment on veut être sympa. Mais annuler le débat, c'est une faute. BFM TV propose donc proposer un débat comme elle l'a fait pour d'autres villes pour le jeudi 11 mars. Je m'attendais, je me préparais à ce débat. Je trouve ça très important qu'on puisse se retrouver 4, 5, 6 candidats autour de la table et pouvoir s'interpeller et confronter nos programmes. BFM a annoncé hier qu'il renonçait également à ce débat. Pour une seule raison, Rachida Dati refuse de s'y rendre, donc BFM cède et renonce à organiser un débat et préfère à la place organiser un défilé de candidats pour présenter les idées et se faire interviewer par des journalistes. Alors soit c'est mieux que rien, mais c'est très insuffisant. Et puis le débat a un intérêt, c'est qu'il met tout le monde à égalité. Tous les candidats sont à égalité de temps de parole, ils sont à égalité dans la façon dont ils sont interpellés par les journalistes, parce que les journalistes font très attention d'interpeller tout le monde de la même façon, tandis que se faire interviewer par des journalistes, c'est tout autre chose. En tant qu'insoumise
Et vous le savez très bien parce que vous regardez la télévision aussi et les réseaux sociaux. Vous voyez bien comment se comportent les journalistes avec nous. Ils n'ont pas la même attitude quand vous êtes insoumis que lorsque vous êtes macroniste ou socialiste ou d'extrême droite. Dans ces cas-là, souvent, on peut même parler de certaines complaisances de journalistes qui mènent des interviews plutôt sympathiques pour certains candidats et plutôt agressives pour d'autres. Nous, en tout cas, on est habitués ces dernières semaines à subir la garde à vue médiatique. Donc moi, je trouve que les conditions du débat de jeudi prochain avec BFM TV doivent être très encadrées. Et BFM doit prendre des engagements, puisqu'ils ont décidé de céder au chantage de Rachida Dati. Ils doivent prendre des engagements pour être absolument impartiaux dans la façon dont les journalistes vont traiter les candidats. Et moi, je ne vais pas à BFM pour subir une garde à vue médiatique par des journalistes de BFM. J'y vais pour présenter notre programme, nos idées, confronter et éventuellement critiquer le bilan des socialistes, car il est très critiquable, critiquer le bilan de Rachida Dati, qui a été ministre de la Culture, ministre du gouvernement Macron, qui est une macroniste de droite, qui soutient à peu près toutes les mesures antisociales, toutes les mesures sécuritaires, toute la politique d'Emmanuel Macron. Il faut donc les critiquer, les confronter. Eh bien, on essaiera de le faire dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, vous comptez sur moi pour le débat public, pour la démocratie. Vous savez quelle est notre culture politique à la France insoumise. On n'a pas peur du débat, bien au contraire. Merci et à très vite.